يستضيف عادل فرقان رشيد السنكاتي الكاتب ومنظم مبادرة Dictée Géante. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'entretien de Canal Atlas. Et avec nous, eh bien, vous allez le comprendre, il vient de Saint-Ouen, c'est un département du 9-3, comme on dit, du 93. Il est journaliste, romancier, scénariste, entrepreneur, sportif aussi, d'une certaine façon, et cofondateur surtout de ce qu'on appelle les Dictées Géantes. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Merci d'être avec nous, Rachid Santaki. Merci Bonjour. Adil pour l'invitation. Vous savez que ça fait plaisir de se retrouver. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous allez bien? Mon plaisir. Ça va très écoutez, plaisir partagé. Alors, on va parler de vous. Quel statut vous préférez quand je vous présente comme ça? Lequel? Est-ce qu'il y a une préférence ou il y en a un pour lequel vous collectionnez peut-être plus une affinité? Celui peut-être d'auteur. D'auteur? D'auteur. Pourquoi d'auteur? D'auteur parce qu'un auteur peut lire des dictées, un auteur peut écrire des scénarios, un auteur peut écrire des romans, un auteur peut transmettre aussi. Donc je pense que c'est plus large et ça correspond aux différentes casquettes que je peux... Vous me tendez la perche, Rachid Santaki, parce que justement on vous a, comment dirais-je, on vous a un peu appelé le Bernard Pivot des quartiers populaires. Oui. C'est touchant, je trouve ça. C'est une appellation sympa, justement par rapport à Bernard Pivot, qui est un homme de culture, qui est quelqu'un de très curieux. Donc d'avoir cette comparaison, évidemment, ça me fait plaisir. Après, l'idée, c'est de rester Rachid Santaki quand même. Mais bon, c'est vrai, alors vous êtes comment dirais-je, l'héritier de Bernard Pivot alors? Je dirais que je suis plutôt un héritier de la plage de Mefna, pour être plus précis. De la plage de Mefna. Rachid Santaki, on va parler de vous. On va tenter de comprendre à travers évidemment cet entretien, votre parcours de vie, vos défis, vos challenges, votre combat aussi, ou vos combats. D'abord, il y en a un que je retiens. Vous êtes un ancien sportif de la boxe thaï, grand amateur de la boxe. Ça vient d'où ça? Ça vient de mon père en fait. Mon père donc, a grandi à Marrakech. S'est fait virer d'école parce qu'il avait été violent et il a pratiqué la boxe. Et en fait, je dis souvent qu'il a voulu faire de moi un Rachid Balboa en référence à Rocky. et donc, il m'a mis à l'âge de 10 ans à la boxe. J'aimais pas du tout ce sport et c'est plus tard, adolescent, que je suis revenu par ce sport. Et ce sport m'a transmis en fait la combativité, l'envie, la rigueur. C'est peut-être l'une de mes écoles finalement, la boxe. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'amour et de respect pour ce sport que je pratique encore un petit peu pour le plaisir. Vous avez encore le temps de trouver le moyen de pratiquer la boxe? Une ou deux fois quand même parce que il y a ce côté où ça stimule et il y a une espèce de rage qu'on peut trouver. Donc j'essaie de garder la flamme avec le sport un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Rachid Santaki, des valeurs du sport? Les valeurs du sport, c'est du lien social, c'est la rencontre, c'est la rigueur, c'est la discipline. Ce sont des valeurs qu'on peut transposer dans la vie et qui peuvent nous permettre d'avancer. Et comme je le dis, je parlais d'école de la vie, le sport c'est une école de la vie, la boxe en est une, il y a d'autres sports aussi. Donc c'est pour moi quelque chose d'important et c'est quelque chose qui finalement, je suis revenu à la boxe adolescent, j'ai développé ces valeurs en allant régulièrement m'entraîner, en aimant ce sport et c'est ce que j'ai après redéployé dans ma vie professionnelle. D'ailleurs vous-même, vous l'avez transmis, hein, vous avez transmis ces valeurs sportives de la boxe aux jeunes des quartiers populaires, du 9-3, du 93, du département 93. C'était une de mes premières entrées. En fait, j'ai fait ça de 2000 à 2002. Je l'ai fait pour le club Lumpini qui se trouve à Saint-Denis. Et quand j'ai fait ça, en fait, c'est là où je me suis un petit peu révélé. Je me suis rendu compte que je pouvais être utile aux autres. Et c'est cette entrée qui m'a permis par la suite de devenir entrepreneur. D'accord. Et la carrière de boxeur, est-ce que vous la souhaitiez vous? Est-ce que vous auriez souhaité un moment, Rachid Santaki, d'être une star de la boxe? Pas une star, mais j'aurais aimé faire ça vous fait sourire, carrière. Non, ça me fait sourire parce que malheureusement, c'est à cause du Maroc que j'ai pas pu faire carrière. Ah oui, d'accord. Étant gamin, j'ai reçu un caillou en fait au niveau du visage et qui m'a décollé la rétine. Et donc à cause de ça, j'ai pas pu faire de compétition. Donc, ça vous a brisé votre rêve? Non, parce que c'était pas forcément mon rêve, il était plutôt lié au mot, à l'écriture. Mais on va dire que la boxe, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'amour, de passion et de respect aussi. Donc voilà, au Maroc, une bêtise enfant a fait que la trajectoire était différente et elle est aussi c'est ce qu'on appelle le maktoub. Exactement. Le destin. Complètement. Mais Rachid Santaki, j'aimerais revenir parce que vous me tendez la perche, vous parlez du Maroc, vous faites référence au Maroc. Vous avez passé 5 années au Maroc et plus précisément dans la ville de Marrakech. Oui. Vous pouvez nous parler de cette période? Vous étiez, j'imagine, gamin. Oui, je ne me souviens pas ce que je pense, d'aujourd'hui, de ce que j'ai tout à l'heure. On parlait d'héritage, et je précisais plutôt Jamel Fna que Pivot. C'est que j'ai grandi, effectivement, je suis né en France, et donc mes parents m'ont envoyé, j'étais élevé par ma grand-mère à Marrakech, dans le quartier de Babdoukala. Je pense que j'ai été bercé en fait par cette ville. Cette ville, elle est en moi,
il y a à la fois sa chaleur, il y a à la fois l'humour qu'on a chez les Marrakechais, etc. C'est quelque chose que j'ai hérité et qui, je pense, est un noyau c'est quelque chose qui m'anime toujours. Et qui a aussi peut-être cette énergie aussi, parce que Marrakech, c'est une ville, mine de rien, animée. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas de souvenir précis, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Marrakech, le Maroc plus globalement? Ça représente quoi pour vous? Les racines. Les racines, je suis français. J'ai aucun souci avec ça. Par contre, ma culture, elle est marocaine. Les valeurs aussi, le métissage, puisque ma mère est française, viennent aussi du Maroc. Et c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Je retourne régulièrement au Maroc. J'y serai dans quelques semaines encore. Donc c'est mon berceau, en fait. Et j'ai besoin d'être connecté, en fait, à mes racines. Rachid Santak, si je vous dis justement ce que vous êtes en train de nous dire là, est-ce que c'est une richesse pour vous, cette double culture? Est-ce que c'est une complémentarité ou est-ce que c'est une valeur ajoutée? C'est plutôt une richesse. Et c'est une partie de moi aussi. C'est une partie de mon âme. C'est quelque chose de profond. Et vous en avez besoin? J'en ai besoin complètement. Les racines, on a tous besoin de nos racines, quelles qu'elles soient. On a besoin de nos racines, on a besoin de notre identité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai grandi en France, je suis né en France, mais avec ces racines. Et d'ailleurs, j'ai des projets au Maroc. Donc, on va en parler tout à l'heure. Oui. Oui, mais c'est pour dire que voilà, je suis en Vous y France. retournez régulièrement? Oui, j'y étais cet automne. Et j'y retourne au printemps. Et puis cet été, Inch'Allah, j'y retourne. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez là-bas? Est-ce que vous avez vos habitudes? Les habitudes, oui. Les habitudes, je retrouve évidemment la famille. Mais j'aime aussi toujours faire le circuit des monuments, que ce soit le palais de Baïa, la Minara, flâner à la place où j'ai pas mal de famille aussi. Donc c'est un petit peu me retrouver dans un environnement où j'ai l'impression d'être, on va dire, un poisson dans un bocal, dans mon bocal. Là, ça vous permet aussi, c'est un vrai dépaysement aussi pour le coup. Alors, vous sortez du giron un peu parisien. Oui, c'est autre chose, mais comme Marrakech, c'est très familier et que quand on connaît les gens, il y a quand même un environnement qui m'est familier, mais un environnement qui est différent à l'environnement parisien, à l'environnement français, comme je voyage beaucoup dans tout l'Hexagone. Mais oui, il y a besoin de rupture et le temps n'est pas le même aussi. Rachid Santaki, on a parlé de votre bref passage sportif en tant que boxeur. On a parlé aussi de vos origines de Saint-Ouen, du 9-3. Vous avez vécu 5 années à Marrakech. Parlons de vous, parce qu'on va quand même tenter de vous connaître. D'accord. Alors, comment vous vous êtes retrouvé, vous êtes réveillé un beau matin en vous disant « Tiens, l'écriture, ça me passionne, c'est ce qui m'intéresse ». Comment ça s'est passé? Dites-nous, racontez-nous, comment le déclic s'est produit? Mon rapport à l'écriture, il est très profond. D'abord, il faut savoir pour l'anecdote que étant petit, j'ai été bercé par Mohamed Mrabet, qui était un écrivain analphabète. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est du nord de Tanger. Et en fait, par de la famille, qui s'appelle aussi les Mrabet, j'ai eu l'occasion en fait, d'entendre parler de lui, etc. Donc je pense que ça, c'est un premier élément. Et ça, c'est un élément que j'ai eu étant marocain. En fait, c'est en recherchant dans mon histoire que j'ai découvert ça. Donc déjà, j'étais bercé par les mots. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup plus tard, vers l'âge de 10-11 ans, je rêvais d'être scénariste parce que j'étais fan des bandes dessinées des Marvel, chose que je n'ai pas pu faire parce qu'au niveau scolaire, c'était pas trop ça. Et puis, on m'avait désorienté, on va dire, par rapport à cette envie. Et c'est beaucoup plus tard, en fait, c'est lorsque j'ai perdu mon frère. Lorsque j'ai perdu mon frère, en fait, ce sont les mots qui m'ont permis justement de me maintenir. J'écrivais, j'avais un Votre jeune frère? Voilà, mon frère, j'avais 18 ans quand j'ai perdu mon frère cadet d'un an, en fait, à 17 ans. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a accroché, ce sont les mots. Ce sont les mots. Donc, le décès de votre frère a provoqué chez vous, en tout cas, l'envie d'aller chercher quelque chose. Voilà, l'envie, en tout cas, de me réparer avec les mots, mais vraiment de manière intime. Et c'est beaucoup plus tard que ça a émergé avec la création du magazine Five Style, ensuite l'écriture de romans, mais la genèse de mon rapport aux mots, je dirais que quelque part, je suis quelqu'un qui a été sauvé par les mots. Sauvé par les mots, c'est le décès de mon frère qui déclenche en fait déjà ce rapport intime avec les mots. Quelque part aussi, vous lui rendez hommage, j'imagine. Je dis souvent qu'on est dans mon rapport, c'est que je dis souvent les gens. Tout à l'heure, on parlait d'énergie. J'ai l'énergie de deux. J'ai l'énergie à la fois de mon frère et mon énergie en moi dans tout ce que je fais. Donc c'est pour ça aussi que je suis un boulimique de travail, boulimique d'action, de faire pas mal de choses. On va parler de votre statut d'auteur. Vous avez écrit toute une série d'ouvrages. Dites-moi, est-ce qu'il y en a un vraiment pour lequel vous êtes extrêmement fier et pourquoi? C'est difficile de choisir un ouvrage, mais disons que celui que j'ai aimé, c'était mon premier polar. Ou on va dire deux ouvrages. Peut-être La Petite Cité dans la Prairie. C'était un ouvrage. Ça nous a marqué. Voilà, La Petite Cité dans la Prairie. Où je racontais mon histoire. Donc du coup,
Celui-là, c'était le premier, mais pour moi, qui n'était pas vraiment, qui n'était pas assez travaillé. Mais c'était, oui, on va dire le premier. Le premier parce que c'est le pied à l'étrier, c'est le début d'une aventure et j'ai dû entre-temps publier une dizaine d'ouvrages en comptant les nouvelles, les essais et les romans. Donc oui, je vais dire La petite cité dans la prairie, où en couverture, en plus, c'est une vraie photo de ma tante dans un studio photo à Marrakech. Ah, vous nous apprenez quelque chose là. Oui. Ah, c'est une vraie donc c'est vraiment. C'est une vraie photo avec mon frère justement décédé. D'accord, entendu. Bah, une info en tous les cas que j'ignorais moi-même. Auteur, est-ce que aussi vous avez envie de transmettre à cette jeune génération, vous en tant qu'auteur, Bien avant sûr. d'en arriver évidemment aux fameuses dictées géantes et aux dictées des cités? Alors, l'idée, bien sûr, La passion c'est de l'écriture. l'écriture, comme je le disais tout à l'heure, les mots, c'est quelque chose qui peut nous accrocher, c'est quelque chose qui peut nous aider et j'aspire à être inspirant et utile. Donc forcément, je vais rencontrer différents publics, j'interviens dans plusieurs établissements, j'interviens chez les scolaires, ça va de la primaire au collège, au lycée, j'interviens également en maison d'arrêt, j'interviens dans des entreprises. Donc la transmission, ça fait partie aussi, ça fait partie des mots. Les mots, on les trouve pour écrire, mais les mots aussi, on les trouve pour déclencher quelque chose chez vos interlocuteurs. Et je fais aussi ce travail de transmission qui me plaît énormément. D'ailleurs, vous le dites vous-même, à un moment, vous dites les mots, la dictée risquent de concurrencer le rap. C'est joliment dit. Ce serait votre plus grosse fierté, pardon? Bah, là, en tout cas, actuellement, je travaille sur le projet de la dictée géante au Stade de France, qui sera la plus grande du monde. Aujourd'hui, on a énormément d'appels de gens, de jeunes. Je vous donne une anecdote. Il y a quelques jours, on m'a rapporté que lors d'un atelier de soutien scolaire, les enfants suppliaient leur encadrante d'aller à la dictée géante du Stade de France. Madame, Ah, on va excellent. inviter. Là, du coup, normalement, on va au Stade de France pour voir un match de foot. Mais pour aller faire une dictée qui était vécue comme une sanction, déjà, je me dis que je tends à aller vers cette idée de peut-être concurrencer le rap. Alors, Rachid Santeki, si vous me le permettez, on va arriver justement à votre dictée géante. Mais avant, je voudrais juste parler de ce passage, parce qu'il y en a eu un quand même qui a duré quand même quelques années, c'est la création d'un magazine, Oui. Five Style. Oui. Alors, Five Style, c'était quoi? Un magazine urbain qui était destiné à une population des quartiers populaires? Alors, c'était un magazine de culture urbaine, effectivement, qui était destiné à tous les publics 15-25 qui pouvaient s'identifier. On avait des entretiens avec des sportifs, des personnalités de la musique, de la culture, de la télé. Je me souviens, c'était en petit format. Oui, c'était un format gratuit, c'était à la FNAC et chez Courir. Et l'idée, c'était voilà, de diffuser la culture ou des personnalités à travers ce magazine qui faisait pratiquement 100 pages. Et c'était une super aventure. C'est d'ailleurs ce qui ça m'a rapproché du Maroc, en fait, cette revue. Ah bon? Puisqu'à l'époque, Pourquoi? oui, parce qu'avec cette revue, j'ai eu plusieurs prix. Décidément, tout vous Oui, mais tous lie les au Maroc. chemins mènent à Marrakech, Ouais. je dirais. Tous les chemins mènent non plus à Rome, mais à Marrakech. Marrakech, exactement. Et du coup, oui, j'avais eu plusieurs prix, et notamment un prix avec la Chambre de commerce de Paris, qui était le prix Espoir de l'économie. Et du coup, j'avais été aussi sollicité par le Maroc. Il y avait le magazine tel quel qui m'avait classé parmi les Ah oui, parce 50 que j'ai vu, Maroc oui, exactement. Ouais. enfin, les 50 La revue Maroc telle demain. quelle, le magazine, vous classe en tout cas parmi les 50 futures personnes les plus influentes du Maroc de demain. Et c'était, Qu'est-ce que voilà. ça représente pour vous, ça? Moi, c'était déjà une reconnaissance de mon travail. Il faut savoir que le Maroc a été le premier à reconnaître mon travail. Donc ça, j'étais assez impressionné. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, je suis né ici, j'ai grandi au Maroc, je travaille ici, je développe un projet et c'est le Maroc qui me reconnaît. Donc il y a toujours un appel qui se fait. Et ça me permet aussi de ne pas oublier que j'ai envie de développer des projets au Maroc. Développer des projets au Maroc, j'imagine tout à l'heure, là vous allez nous dire quasiment en exclu, hein, ici peut-être ce projet de grande envergure. Five Style, c'est fini maintenant, hein, ça n'existe plus. Oui, ça fait longtemps maintenant. Ça fait longtemps 8 maintenant, ans. ça fait C'est un 8 projet ans. qui a duré 8 ans. Sans Et, regret? Non, sans regret, parce que c'est un matin, je me suis levé, vous parliez de déclic tout à l'heure, et je me suis dit, voilà, j'ai fait 8 ans dans la presse, j'ai développé le projet, etc. Ça m'a demandé aussi beaucoup d'énergie, et je me suis demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire par la suite. Et ce que j'avais envie de faire, c'était d'aller vers le roman, vers le scénario. Mais c'est quoi la Rachid Santeki? C'était le sentiment d'avoir fait le tour de la question pour Five Style? Pour quelle raison, voilà, après plusieurs années? C'était ça, c'était se poser la Parce que question. stopper un bouclages. magazine, c'est presque tuer un bébé, non? Après, il y avait le numérique aussi. Donc la question se posait de savoir est-ce que je passais sur le numérique, est-ce que je continuais à trouver des solutions pour développer le projet et lui donner une autre envergure. Et je pense que j'étais plus dedans. Donc du coup, le jour où j'ai décidé d'arrêter, c'était vraiment réfléchi et pesé. Et là, vous passez sur un autre projet. Alors oui, je suis passé sur un autre projet, c'était écrire des romans. Des romans qui se déroulaient en Seine-Saint-Denis, des romans policiers, romans noirs. Et c'était un plaisir. C'était surtout, ça partait de l'envie. Une envie que j'avais.
J'aimerais qu'on vous comprenne un peu mieux, Rachid Santaki, c'est-à-dire vous en tant avec votre plume d'auteur, d'accord? Pourquoi d'abord le polar, pourquoi le roman, pourquoi ce choix, et pourquoi traiter des sujets qui vous animent finalement et qui vous ont animé tout au long de votre cheminement de vie? Pour quelle raison? Bah, déjà, je voulais parler de la ville, mais pas forcément. J'aime bien parler du côté obscur de ce qui va mal dans la société. Et donc, dans le roman noir, dans le polar, je pouvais me prêter à cet exercice. Ça permet aussi de souligner les choses, de ne pas arriver de manière évidente, de ne pas enjoliver les choses. Et c'était un peu le but. Donc, quand je publie Les Anges s'habillent en Kaira ou Déchiffrer des litres ou Flic ou Kaira, c'était un peu d'aller dans ce sens. Et c'était aussi d'appuyer sur des problèmes de notre société, en l'occurrence sur la jeunesse, sur la délinquance, toutes ces choses-là. Et donc voilà comment j'ai commencé cette La France de carrière demain d'auteur. aussi. Oui, La France de demain qui est un essai. Alors là, c'était à l'inverse du coup. C'est à l'inverse. C'était de parler des choses positives, de parler aussi, de faire un petit constat sur notre pays, de tout ce qui se faisait de bien, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens. Et là, c'était de montrer aussi le côté essayiste que je pouvais avoir, partager toutes ces expériences positives. Alors, en attendant justement, Rachid Santaki, de traiter, avoir un traitement un peu galvaudé des quartiers populaires, pour le coup, là, dans La France de demain, vous avez brossé plutôt des portraits intéressants et positifs. Oui, complètement. Quel est l'état des lieux aujourd'hui attention, quand on fait un focus sur nos banlieues, sur nos quartiers populaires? Je pense que c'est compliqué, mais je dirais que notre banlieue, nos banlieues sont quand même des territoires qui ont été rénovés, qui ont été aménagés. Après, il y a quand même quelque chose d'assez important. Il faut se rendre compte que les périphéries, ce sont des territoires où on est de passage. Et donc, du coup, souvent, les gens, quand ils arrivent dans un quartier, ils aspirent à devenir propriétaires, donc ils partent du quartier. Donc, il y a, je dirais, un roulement qui se fait. Et on n'a pas forcément les mêmes populations, donc parfois un quartier peut s'appauvrir, mais un quartier ne reste jamais stable. Ce n'est pas comme avant, quand on est passé des bidonvilles aux cités HLM, c'était quelque chose de pérenne. Là, aujourd'hui, la cité HLM, c'est une période de transition, donc c'est quand même compliqué de construire sur un territoire où c'est très mobile aussi. Donc pour moi, il y a plus de précarité parce que la vie est devenue plus dure depuis l'euro. Il y a aussi, on est dans une société où les plus fragiles sont les moins protégés. On est dans une société beaucoup plus dure. Donc je dirais que le constat aujourd'hui, il est ces quartiers correspondent à notre société et que c'est de plus en plus difficile tout de même. C'est paradoxal ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'à la fois, la France de demain, c'est aussi les quartiers populaires. Oui. Complètement, complètement. La France de demain, je pense que quand on parle de ces périphéries, c'est là où on peut dire a les talents idées, de demain. Oui. Bien sûr. C'est là où on connaît la débrouille, c'est là où on a la niaque, c'est là où on a l'énergie. Donc forcément, on a des pépites dans ces quartiers. Mais aujourd'hui, avoir des pépites, c'est une chose. Pérenniser ces quartiers, c'en est une autre. Vous avez le sentiment que ça grouille dans les quartiers populaires? Et dans quel domaine? Plutôt entrepreneurial ou plutôt associatif, plutôt sportif, plutôt dans la culture, plutôt… Dans tous les domaines, dans tous les domaines, mais ça reste encore une fois des gens qui sortent de ces quartiers et on n'y reste pas. Après, c'est aussi la vocation, c'est quand finalement on aspire à des choses, on réussit. Est-ce qu'on veut rester au milieu du quartier où ça peut être difficile aussi, ça peut se comprendre aussi. Donc c'est un sujet assez délicat. C'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, parce que sortir du quartier, ça veut dire réussir. Exactement. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, moi j'habite à Saint-Denis. Quand j'ai croisé il n'y a pas très longtemps un ami avocat qui était surpris que j'habite toujours à Saint-Denis, je lui ai dit mais non, mais c'est mon territoire, j'ai pas de soucis, j'habite dans un quartier confortable, etc. Et donc du coup, pour lui rester à Saint-Denis, c'était quelque part un synonyme d'échec, alors que pour moi, pas du tout. Donc c'est aussi ça, c'est que ça veut dire quelque chose. Dire qu'aujourd'hui, si vous habitez dans le 93, c'est pas forcément synonyme de réussite. Et puis dans l'image des gens, on se dit réussir, c'est habiter sur Paris, les beaux quartiers, les quartiers chics. Donc voilà, c'est aussi un point de vue. Et je pense que quand vous prenez quelqu'un qui est issu d'un quartier, en tout cas de ceux que je peux rencontrer, l'idée c'est de sortir du quartier. Donc sortir du quartier, ça veut dire que si je suis au quartier, ou si je reste dans le quartier, c'est une forme d'échec peut-être. Est-ce que vous-même, vous aspirez à sortir du quartier? Non, je suis très bien où je suis. Je suis très bien où je suis. Je suis à la Plaine Saint-Denis précisément, pas loin du Stade de France. C'est accessible pour aller sur Paris. J'ai tout à côté, donc pour l'instant je suis très bien. Et si je devais partir, ça serait à l'étranger. Ce serait à l'étranger. Vous avez fait référence tout à l'heure au prix de la Chambre de commerce. Mais vous avez reçu aussi un autre prix, le prix par le ministère de la Ville. Oui. Ces prix-là, ça correspond à quoi pour vous? Déjà, c'est une forme de reconnaissance. Enfin, c'est une reconnaissance de mon travail. Et je pense que personnellement, ça m'assoit un peu plus dans ce que je fais. Ça me conforte un peu plus de me dire, voilà, j'ai pris cette direction de transmettre, d'écrire
d'accompagner des gens dans l'éducatif. Et finalement, ben, on me donne un prix c'est une forme de distinction, de reconnaissance, et qui est quand même importante. En fait, dans la vie, je pense, quand on mène des projets, d'avoir une reconnaissance, c'est important, c'est une construction. C'est des petites pierres qu'on pose, et c'est avec ça qu'on construit quelque chose. Avant de passer au chapitre suivant, évidemment celui sur lequel vous y tenez, vous y accordez en tout cas une grande importance, je vais faire référence à la dictée géante. Rachid Santaki, vous êtes sur un autre projet d'écriture là, Oui, d'ouvrage? oui, sauvé par les mots. Sauvé par les mots. Je parle beaucoup c'est un terme qui revient, car je travaille actuellement sur mon histoire, mon enfance au Maroc, ma rencontre avec les mots, le décès de mon frère, mes romans, la transmission. En fait, je suis en train de refaire mon parcours, mais comment les mots en fait ont été centrales à chaque fois. Et donc du coup, je suis en train de travailler sur ce projet d'écriture qui est pour la première fois quelque chose de très de l'ordre de la thérapie, je dirais, et de quelque chose de profond. J'imagine que vos parents sont fiers de Mes vous. parents, oui, ils sont fiers et même. Qu'est-ce qu'ils vous disent la- aujourd'hui par exemple? Votre père Alors, qui est lui originaire de Marrakech, enfin il est de Marrakech. Oui, complètement, il est Et de votre mère Marrakech. française, Du coup, ils sont fiers parce qu'ils connaissent mon parcours, ils savent aussi le contexte dans lequel on a évolué donc, en famille. Forcément, je pense que même pour moi, mes enfants, je vois par exemple mes enfants sont fiers aussi de moi. Donc la fierté de la part de la famille, c'est quelque chose d'essentiel aussi. Vous leur et de transmettez les constructif. mots aussi? Bien sûr, bien sûr. C'est le C'est but fondamental? aussi. Exactement. Pour moi, fonder une famille, c'est aussi ça, c'est de transmettre avec chacun à son niveau. Mais c'est très important que les enfants puissent bénéficier de l'épanouissement, de ce que vous avez. C'est très, très important. Un autre défi, autre beau défi, je veux parler de la dictée des cités. Vous l'avez cofondé avec Abdellah Boudour, Oui. qui est votre acolyte, d'accord? Oui. Ça s'intitule La dictée des cités. D'abord, je retiens qu'une seule chose. Vous avez fait une petite tournée en France et vous avez organisé la plus grande dictée de France. Oui, oui, complètement. Alors ça pour le coup, c'est un vrai challenge là. Hein. Oui. En fait, Abdellah Boudour m'avait remarqué puisque j'avais été invité par Olivier Klein, qui est aujourd'hui le président de l'ANRU, qui m'avait invité à lire la dictée Clichy-sous-Bois. Il m'a contacté en me proposant de développer ensemble un projet. Donc il m'a posé des questions, puis on a développé ce projet. L'idée, c'était une dictée itinérante, c'était de réunir les gens autour des mots, autour de la dictée, sans notes, de vraiment désacraliser ça. Donc moi, je développais ce projet et j'étais aussi le lecteur de cette dictée parce qu'en tant qu'auteur, je voulais être utile à la société et que ce projet aussi m'assoit un peu plus en tant qu'auteur. Donc on a développé ça pendant 4 ans et au bout de 4 ans, comme souvent dans pas mal de projets, je ne trouvais plus trop mon compte et j'avais envie de développer mon projet qui était un projet beaucoup plus d'envergure. C'était de toucher les quartiers, mais non plus avoir le quartier, être dans le quartier isolé, mais plutôt être au cœur de la ville et ramener les quartiers au centre de la ville. L'ouverture Donc, d'esprit. Voilà, exactement. C'est Donc, aussi ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'au début, c'était la dictée des cités. Et par la suite, je me suis dit, la dictée géante, Donc vous avez c'est fondé. l'événementiel. Alors, il y a eu le cofondateur de la dictée des cités Exactement. et puis maintenant fondateur de la dictée géante. Exactement. Vous dites, il y a une phrase que j'aime beaucoup, vous voulez décomplexer les gamins. Ça veut dire quoi ça, décomplexer les gamins? Ce matin encore, j'étais en classe et les gamins, je leur posais la question pourquoi ils n'aiment pas la dictée. Il y a 2 choses. Parce que quand on écrit, c'est long. Ça peut faire mal au poignet. Et la deuxième chose, ce sont les notes, d'avoir des mauvaises notes. Ouais. Pour un enfant, de faire quelques fautes, on peut avoir une mauvaise Ça note. nous a tous traumatisés. Ça, hein. Exactement, mais c'est la peur de la sanction, la Ouais. mauvaise note. Et du coup, décomplexer les gamins, c'est leur dire c'est pas grave, il n'y a pas de note, vous êtes venu faire une dictée, vous allez faire des fautes, c'est pas grave. De conjugaison, d'accord, vous allez les retravailler, faire des fautes, c'est bien. La culture de l'erreur, c'est quelque chose qui est vécu comme une sanction. Se dire non, faire des erreurs, ça peut être aussi un moyen de voir où est-ce qu'on est faible et de retravailler. Donc c'est un petit peu ça, décomplexer les gamins. Autre déclaration, Rachid Santaki, vous dites l'impression d'apporter à la société. Alors vous, je vous pose la question, vous avez le sentiment d'apporter quelque chose à notre société? Je pense que quand je reçois les témoignages de gens, j'en reçois pas mal en ce moment avec les inscriptions par rapport à la dictée géante au Stade de France, par rapport aux témoignages de gens, j'avais pas forcément ce sentiment au début, parce que quand je fais les choses, je suis un peu dans une espèce d'urgence, je fais pas mal de projets, mais les témoignages des personnes, oui, clairement, j'apporte quelque chose. Je réunis les gens. Lors d'événements, on parlait justement tout à l'heure de la plus grande dictée de France, la plus grande dictée du monde, de voir des gens qui se retrouvent, qui ne se rencontrent pas et qui se retrouvent autour de la langue française et que je sois l'instigateur de ce projet-là, oui, clairement, pour moi, et sans prétention, j'apporte quelque chose. C'est bien aussi de le dire. Oui, oui, Rachid bien sûr, Santaki, oui. vous êtes le champion de France de la dictée des cités, on est d'accord? Dictée géante, effectivement. La dictée géante, pardon, Oui, oui. autant pour moi. Vous allez être le champion du monde de la dictée géante Oui. et ça se passe au Stade de France. Oui. Vous pouvez nous en parler? C'est quoi le défi là? C'est quoi l'objectif?
Là, c'était dans la continuité au départ du projet de ces dictées itinérantes. Je me suis dit à un moment, OK, on a réussi à réunir 1000 personnes à Saint-Denis. Ben, quelle serait la dimension, l'étape d'après? L'étape d'après, c'est comme un champion de France de boxe, c'est un titre mondial. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, d'organiser la plus grande dictée du monde. La plus grande dictée du monde qui aurait pu être référencée, c'est l'une des dictées qu'on avait organisées aussi avec la dictée des cités à Drancy. On avait réuni 1200 personnes. Ah Je oui. me suis dit, voilà, on avait eu 1200 personnes, c'est pas mal. Il y avait eu un travail d'une association locale aussi qui avait mobilisé pas mal de gens, ce qui s'appelle Agir Ensemble. Et là, je me suis dit, ben, je vais le faire à Saint-Denis. Je ramène beaucoup de choses à Saint-Denis parce que j'aime bien développer les choses sur mon territoire. Et là, je me suis dit, bon, ben, l'objectif, c'est de réunir 1400 personnes et on va fonctionner par inscription. Donc, et de le faire enregistrer dans le livre des records aussi pour vraiment officialiser le record. Et voilà, le projet, il est né comme ça. Et au Stade de France. Et au Stade de France. Et pour l'anecdote, c'est un rêve que j'avais. Pourquoi? Quand j'ai commencé à faire des dictées, je passais donc, je circulais entre le stade, la plaine Saint-Denis et le centre-ville. Je passais devant le Stade de France. Et visuellement, j'imaginais une dictée au pied du Stade de France, mais pas à l'intérieur, sur le parvis en fait. Et finalement, ça va être à l'intérieur. Donc c'était un rêve qui était approximatif et là qui est encore. Vous êtes en beaucoup train de nous plus- dire comme quoi I have a dream, c'est possible. Mais complètement. 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 Et en plus, c'est un lieu symbolique parce qu'en 98, Oui, la France est championne du monde, donc on est champion du monde. oui, Cette France black blanc beurre. oui. Et vous allez être champion du monde de la dictée géante. Avec Dans tous le les même- publics, exactement. Non, mais en plus, surtout au Stade de France. Oui, complètement. Et Ça a une symbolique pour vous? mais complètement. Et les publics aussi, il faut voir. Et les publics, absolument. Écoliers, Oui, oui, vous avez raison. collégiens, lycéens, des parents, des personnes en situation de handicap. Il y a même des non-voyants qui sont inscrits, qui vont venir faire la dictée avec l'ordinateur. Ah, moi, je Donc dis bravo, Quand hein. je réunis Bravo. tous ces gens-là, je suis heureux. Je suis heureux. Donc le côté fédérateur, tout à l'heure on en parlait, c'est quelque chose de primordial et puis de stimulateur. Autre défi, je le sais, après cette Coupe du Monde au Stade de France, la Coupe du Monde de la dictée géante, autre grand défi qui vous attend, et là vous voulez nous l'annoncer Oui. presque en exclusivité. Bah, Alors, de quoi s'agit-il? Développez-nous. Mon rêve, en fait, il y a très longtemps, lorsque justement je faisais le magazine, je rêvais de faire une distribution de denrées alimentaires, quelque chose à Marrakech. Des quelque chose parce que mon grand-père était quelqu'un de très généreux et qui donnait beaucoup aux autres. Donc dans cet héritage, moi j'ai toujours gardé ce souvenir et cette envie. Et finalement, je me suis dit que j'aimerais organiser une dictée géante sur la place Jamafna. Le top. La De dictée faire, voilà, géante une dictée géante sur la place. sur la plage Jamafna. Avec, autour de la langue française, avec des participants, des gens qui viendraient, et je la visualise très bien, donc c'est quelque chose, en tout cas, je commence à m'y pencher sérieusement, j'attends le Stade de France, et après, je vais commencer à me rapprocher des autorités pour pouvoir développer ce projet, Eh bien écoutez, en tout cas, on sera au rendez-vous. avec plaisir. Je l'espère, je l'espère. On arrive quasiment bientôt au terme de cet entretien. Je voudrais vous poser une question, Rachid Santaki. Mais où allez-vous chercher toute cette énergie? Cette niaque qui est en vous là. Vous êtes impressionnant hein, quand on voit toutes ces casquettes qui vous envahissent. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était déjà, je pense qu'il y a aussi le trauma de mon frère qui est là et qui fait que j'ai cette énergie. Après, il y a aussi le plaisir de, tout à l'heure je parlais de construction personnelle, c'est de créer, de mener à bien des projets. Et j'aime mener des projets, j'aime avancer, donc je ne sais pas m'arrêter. Après, parfois, je pense que c'est important de pouvoir s'arrêter, de souffler et de prendre du recul. Mais en tout cas, là, je suis dans une dynamique et je continue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les années à venir? Cette fameuse dictée géante. Pas dans les années à venir, dans les mois Proche. à venir. Exactement. À Marrakech, Voilà. au Maroc donc. Le Maroc, vous connaissez très bien. Vous nous avez dit que vous y rendez régulièrement. Quels sont les plats de préférence? Quels sont les plats que, voilà, quand vous vous retrouvez au Maroc, les plats sur lesquels vous vous jetez? Alors, il y en a un que j'aime beaucoup parce que c'est ma grand-mère qui le faisait et c'est un souvenir, c'est cette saveur, il y a des couleurs et tout. C'est le kefta avec les omelettes. C'est le tagine kefta omelette, c'est quelque chose, pour moi, c'est la saveur, la couleur, quand c'est en Les train de épices, bouillir, voilà, j'imagine, tout, c'est. Voilà, après, bon, bah, il y a Tangia, forcément. Le La couscous, Tangia, il faut le c'est- souligner, ça c'est vraiment pour le coup Marrakchi. Voilà, exactement. Ça vient de C'est Marrakech, la cuisson ouais. dans la terre, Bastia, il y a pas mal de choses. Mais moi, en tout cas, c'est ce souvenir de ma grand-mère, le tagine avec les boulettes de viande et l'omelette. Mais après, oui, la cuisine, en général, on prend du poids quand on va au Maroc. Donc vous vous remettez à la boxe après, Oui, tout de suite j'essaye, mais derrière. bon, je vieillis maintenant. Vous avez des villes que vous préférez comme ça en dehors de Marrakech? Après, Au Maroc j'aime bien le sud. Souvent, quand je peux, je fais des excursions dans le désert, en fait, parce que ça coupe comme Marrakech, c'est
il y a une effervescence, etc. C'est Lequel? très Dakhla touristique. peut-être? Le sud-sud? Non, parce qu'en fait, Ouarzazate et jusque Merzouga, en fait, faire le parcours, du coup, vous avez des navettes, ça peut être en 4x4, etc. Et du coup, plus vous éloignez de Marrakech, et plus c'est calme. Et c'est assez impressionnant le retour aussi. Donc, je compte le faire prochainement aussi pour m'aérer l'esprit. Ma dernière question, Rachid Santaki, quel regard portez-vous sur tout ce qu'entreprend Sa Majesté Mohamed VI, évidemment, avec à la fois l'accompagnement de l'évolution d'un Maroc qui bouge, d'un Maroc aussi qui crée des ponts avec l'Afrique, d'un Maroc qui crée les ponts et cette passerelle avec l'Afrique et le continent européen. Quel regard jetez-vous aujourd'hui avec tout ce qu'il entreprend, Sa Majesté? Bah, grâce à toutes ces démarches, que ce soit l'aspect social, l'équité, l'égalité, on a quand même un pays où, à la fois moderne, traditionnel, où on peut s'y retrouver. Et du coup, qui avance aussi, qui est inscrit, qui est toujours dans une dynamique. Moi, je suis fier, en fait. Et les gens qui vont au Maroc aussi sont assez impressionnés par ce pays qui, à la fois, garde sa taille humaine et réussit toujours à avancer. Donc voilà, et je le vois notamment sur Marrakech. C'est assez particulier de se dire qu'on a des endroits dans Marrakech qui sont typiques ou traditionnels, et puis à un autre moment, on va avoir l'impression qu'on est contraste, en Europe. quoi. Voilà, c'est assez impressionnant. Il est C'est un peu ça saisissant. Ouais. voilà, c'est un peu ça le côté ambivalent du Maroc, mais très important de pouvoir évoluer avec les aspects sociétals, l'égalité homme-femme, toutes ces choses-là, l'accès aussi. Que ce soit aux soins, voilà, toutes ces questions sociales qui sont primordiales. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, que vous avez envie de partager avec les téléspectateurs, celles ou ceux qui vous regardent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Rachid Santaki? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand-chose. J'espère en tout cas que notre échange sera inspirant, utile et qui permettra peut-être à ceux qui ont des petites baisses de motivation, qui puissent retrouver un petit peu d'énergie et de carburant. Et rendez-vous pour la dictée, la plus grande dictée du monde, à Marrakech cette fois-ci, et non pas au Stade de France, exactement. au Maroc. Merci. Le rendez-vous est pris, alors je vous serre la main, attention. Merci Adil, il est pris. Merci infiniment Rachid Santaki, on se retrouve, merci de votre fidélité et on se retrouve très prochainement pour l'entretien de Canal Atlas. À bientôt, prenez soin de vous.